Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Zandonpierre, Bernard Daney, François Dora, excusez. Est-ce qu'il y a quelqu'un... est-ce que c'est... Ah, d'accord, c'est Valérie Méneret qui a... Ok. Jean-Marc Depuis, Jocelyne Doré, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiatre. Il est excusé. Un pouvoir. Maryse Fortinon, Bruno Caravos. D'accord. Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, donc il y a un pouvoir. Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Leland, je pense qu'elle devrait arriver, Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Patricia Peignet, Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Pascal Rappé, Audrey Rénal, Denis Rennes, Marlène Rideau, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet, Aline Téchenet. Il y a un pouvoir. D'accord. Ok. Bon, je vous propose de confier le secrétariat à Sylvie Porta. Est-ce qu'il y en a qui sont opposés à cette désignation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, Sylvie assurera le secrétariat de ce soir. Voilà. Donc, je voulais, avant de passer aux délibérations, je voulais vous donner quelques informations. En premier lieu, je voudrais je voudrais transmettre un message et je demanderai à Vincent Joanneau et son collègue de transmettre à Patrick Mazy, notre collègue conseiller municipal, toute notre solidarité et notre amitié après l'agression qu'il a subie dans l'exercice de ses fonctions d'élu local. On connaît Patrick Mazy et on sait très bien son attachement, son investissement au niveau de la commune, mais également son attachement au service public. Nous espérons que très rapidement il se rétablira tant sur le plan psychique que moral. C'est vrai que si l'on peut accepter qu'il y a dans notre population des jeunes en souffrance et en déshérence qui ont des difficultés à prendre leur place au niveau dans notre société, ce type de comportement est violent et totalement inqualifiable, injustifiable et ne doit pas être du tout toléré par la communauté de communes. Vous le savez, au travers des actions portées par le CISPD, essaye d'apporter et de soutenir les communes dans la volonté de trouver des solutions dans ce domaine de la délinquance
et de la violence que nous observons malheureusement au quotidien. Nous le savons, il y a beaucoup à faire en tant qu'élus de terrain que nous sommes, et il n'a jamais été aussi important d'exercer notre rôle de médiation par rapport à nos populations, et nous devons être encore plus convaincus de l'importance de notre rôle et de nos missions. La volonté affirmée de Patrick Nazy, si j'ai bien compris, de poursuivre son action d'élu doit nous servir d'exemple et nous confirmer, nous, dans nos engagements. En tout cas, je te demande, Vincent, de lui transmettre tout ça et bien sûr nos amitiés. Merci beaucoup. Ensuite, je voulais vous donner comme information, il devait y avoir mercredi prochain une conférence des maires. Et donc, monsieur le sous-préfet devait intervenir dans le cadre de cette conférence de maires. Il nous a informé là, très dernièrement qu'il était indisponible ce jour-là. Donc, on va reprendre contact avec lui pour redéfinir une autre date. Et donc, du coup, ça annule cette conférence de maires qui était prévue mercredi prochain. Et on le reprogrammera au moment en fonction de ses disponibilités. Oui, alors, je rappelle juste, vous avez peut-être reçu concernant les arrêtés à prendre dans le cadre de l'opposition du transfert des pouvoirs de police spéciale de la compétence habitat. Alors, vous savez, au début, il suffisait qu'un ou deux maires s'y opposent et puis on actait et donc les maires conservaient. Mais il est sorti un texte dernièrement qui mais il faut qu'il y ait la majorité de la population, enfin la majorité commune représentant au moins la moitié de la population ou les 2/3, je crois que c'est ça, 50% des maires qui devaient donc s'opposer à ce transfert. Donc on vous a envoyé un exemple d'arrêté, si vous ne l'avez pas reçu, vous allez le recevoir, et vous nous le renvoyez. C'est un arrêté, hein, c'est pas une délibération au conseil municipal. Vous devez aussi l'envoyer, l'adresser à la sous-préfecture pour le contrôle de légalité de cet arrêté. Et ensuite, en fonction du nombre d'arrêtés, moi-même, je prendrai, in fine, l'arrêté de transfert ou non-transfert de cette... voilà. De ce transfert de pouvoir de police. Voilà. Alors, je voulais vous donner en dernière information qui n'appellera ni remarque ni question. Le directeur général des services a annoncé dernièrement au bureau communautaire et également au comité de direction son souhait de mobilité. Alors, nous travaillons ensemble avec le DGS pour permettre d'établir une phase un peu de transition la plus efficiente possible dans l'intérêt de la collectivité. Hein. On ne peut pas s'arrêter ni ralentir. Les gens sont au travail, il faut qu'on continue et qu'on poursuive. Voilà. Je vous informerai donc dès que ça se précisera, je vous préciserai un peu de façon officielle les modalités qui vont s'appliquer à ce souhait de mobilité. Voilà un petit peu les informations que j'avais à vous transmettre avant de passer donc maintenant à l'ordre du jour et à l'ordre du jour du conseil de ce soir. Voilà, alors dans le projet, le premier, alors vous savez, je m'étais noté par là, voilà, oui. Ah, les DIA, donc vous avez, dans le cadre de la délégation que vous m'avez donnée, donc il y a l'ensemble des DIA. Si
vous regardez, mais normalement, enfin, s'il y a un commentaire, n'hésitez pas à intervenir. Enfin, tous les dégâts qu'on a été amené à prendre après, votre avis au niveau des conseils municipaux sont affichés là. Donc, s'il n'y a pas de remarque particulière par rapport à ça, donc on peut, c'est qu'une information. Donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est en administration générale, c'est la cession d'un terrain communautaire au lieu-dit La Poule à Rions, et je donne la parole à Bernard Mateil. Donc je reprends, c'est un vieux dossier, c'est l'aboutissement d'un vieux dossier. Monsieur et Madame Dufil, il y a quelques années, avaient demandé à la présidente de la communauté de communes des Vallons de l'Artolie de pouvoir lui céder un bout de terrain au droit de sa maison, c'est-à-dire juste sur le derrière de sa maison, au lieu de La Poule, un terrain qui n'était pas utilisé par la communauté de communes et qui jouxtait effectivement sa propriété. Donc Madame Scott, à l'époque, avait donné son accord par rapport à ça, mais il n'y avait pas eu de suite. Donc M. Dufil nous a recontacté il y a maintenant une petite année, et on a borné le terrain, on a fait passer les services des domaines, et c'est l'aboutissement. Ceci dit, ce dossier a repris encore un peu de retard, parce que M. Dufil a eu des problèmes familiaux importants. Et donc, on va maintenant essayer de passer l'acte de propriété, en mettant à charge, effectivement, bien entendu, à l'acquéreur les frais de notaire et de géomètre. L'évaluation des domaines était à 0,6 € du mètre carré, ce qui fait 513 € pour ce bout de terrain de 855 mètres carrés que je connais très bien et dont j'ai assisté à l'époque en tant que président au bornage. Donc voilà, c'est tout, c'est l'aboutissement d'un vieux dossier qui traînait et puis qui, effectivement, aujourd'hui, son aboutissement. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, oui. Viens. Juste, alors, pour pas, dans la barrière sanitaire, vous avez les micros, surtout vous ne les touchez pas. Voilà. Il est un peu bas. Voilà, on va revenir. Non, simplement, c'est une petite question très technique. J'aimerais que la communauté de communes puisse intervenir pour reprofiler le fossé qui délimite la parcelle tant que nous sommes les propriétaires, puisqu'il y a un problème de ruissellement qui abîme un chemin qui est privé à chaque flux. Donc je me rends disponible pour accompagner les services et vous dire peut-être aussi de façon à inverser le profil du fossé et faire en sorte ainsi qu'il n'y ait plus de problème à terme. Merci Vincent, on va enregistrer effectivement cette remarque et on va faire alors. Est-ce qu'il y a un autre souhait d'intervention? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre cette session? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Deuxième délibération concernant la culture, commande de subvention pour festival Ruez-vous. Et je donne la parole à Jérôme Gauthier. Bonsoir à tous. Donc effectivement, 3 délibérations que je vais vous présenter maintenant sont des délibérations, je dirais presque de saison, parce que ce sont les mêmes délibérations que j'ai proposées l'année dernière au mois de novembre. La première d'entre elles donc, demande de subvention pour le festival Ruez-vous. Par exemple, ce festival Ruez-vous 2020 n'a pas eu lieu, comme vous le savez, pour les raisons que vous connaissez. Donc il y avait un budget prévisionnel qui avait été acté en novembre 2019, donc il y a un an. Le festival n'ayant pas eu lieu, il a été proposé donc, lorsqu'au printemps nous avons été obligés d'annuler la manifestation, de reprogrammer la même chose donc l'année d'après. Et en réalité, ce qui vous est proposé ce soir, c'est la même programmation, enfin la même demande de délibération, la même délibération que l'année précédente, sachant qu'évidemment une délibération, comme vous le savez, n'engage pas le projet, puisqu'on est quand même dans une période extrêmement floue. Nous ne savons pas exactement si cela sera faisable, dans quelles conditions sera faisable. Et tout ça, nous ne saurons que dans les mois à venir, très probablement. Donc là, la délibération, elle porte sur une chose, ou 2 choses, comme vous voulez, puisqu'il s'agit d'une double demande de subvention. 15 000 € donc demandés au département dans le cadre du processus SNDT, et 15 000 € demandés à la subvention demandée à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est uniquement des demandes de subvention. Et nous verrons ensuite, en début d'année, si nous pouvons ou pas réaliser ce festival, suivant les conditions sanitaires, bien sûr. Sachant que, par contre, nous sommes obligés de déposer les demandes de subvention avant fin novembre.
Est-ce qu'il y a un souhait d'intervention sur ce sujet? Donc je vous propose... Oui, Monsieur Garand. Oui, bonsoir. Oui, l'intervention, c'est concernant le contenu du projet, en quelque sorte, et le bilan des années passées. En tant que nouvel élu, je m'attendais à ce que ce sujet soit évoqué à la dernière commission qui a été organisée au début du mois d'octobre. Je peux comprendre qu'après, il y a eu une certaine désorganisation. Pour autant, je suis un peu surpris qu'on n'ait pas plus d'informations qu'on n'ait pas un compte d'exploitation détaillé et un bilan de ce qui a pu être fait en 2019. C'est-à-dire que là, on nous parle de total de dépenses de 125 000 € hors salaire. Donc, je pense que ça serait intéressant pour que chacun soit éclairé de savoir exactement combien cette manifestation coûte, à la fois en coût direct et en coût induit, en ajoutant les salaires et en essayant d'avoir un détail, notamment sur la billetterie pour un tel truc, 32 000 €, à quoi ça correspond, quelle est la présentation. Je pense qu'on a besoin d'éclairage et de précision. Alors, j'ai bien compris qu'il s'agissait là de demander de l'argent et de pas en dépenser, parce qu'on va demander une subvention. Et pour autant, si on demande une subvention, ça serait bien de savoir, d'avoir le bilan des exercices précédents, pour qu'on soit un peu éclairé sur le coût total de cette manifestation, parce que j'ai bien compris que, de toute façon, la participation de la communauté de communes, elle se calculait à la fin, en fonction du coût total de l'opération et sa fréquentation. Donc là, on s'engage soi-disant pour 40 000 €, c'est un reste à charge théorique qui peut être dépassé. J'aurais bien voulu savoir, avant de voter la délibération, quel avait été le reste à charge de la communauté de communes pour les éditions précédentes. Je m'empresse de préciser que je ne mets pas en cause la manifestation elle-même, dont je connais la qualité. C'est une question de savoir combien elle coûte et comment on peut avoir une meilleure connaissance du déroulement de cette manifestation et mieux la piloter. Voilà ma question. Donc je vais vous répondre. Donc tous les ans, il y a évidemment un bilan détaillé avec tous les chiffres et toutes les dépenses et tout ce qui se fait donc précédemment. Donc, sauf que le dernier bilan, il a été fait donc en fin 2019, puisque c'était la manifestation 2019. S'il n'y a pas eu la commission culture cette année, un bilan de Riez-vous c'est en 2020, c'est pour raison toute simple, il n'y a pas eu Riez-vous en 2020. Donc chaque année, la commission, vous pouvez demander aux anciens élus de la commission, chaque année, il y a évidemment la commission audite, si on peut dire, on fait un bilan à la fois du nombre de personnes, le coût, enfin, tout est transparent et tout est évidemment évoqué et les membres de la commission peuvent poser les questions qu'ils le souhaitent. Par rapport à ça, c'est tout à fait normal et il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Ça, c'était le premier point. Après, donc, vous vouliez. Ensuite, le projet. Donc, un premier temps, il est prévu de reprogrammer, si on peut dire, ce qui s'est fait là, mais c'est décidé qu'en réalité, au mois de février ou mars, puisque en fait, pour l'instant, on n'a pas de programmation, c'est une programmation théorique vis-à-vis des compagnies, leur a proposé de tout décaler d'une année, comme beaucoup de manifestations. En réalité, rien n'est arrêté au niveau de la programmation. Ce sera qu'au mois de février ou mars, puisque nous sous-traitons, si on peut dire, les demandes de programmation à une entreprise qui s'appelle Via la Rue, l'association qui s'appelle Via la Rue. Et évidemment, elle doit revenir vers nous, pour le coup, et bien présenter son projet au mois de février ou mars pour proposer des choses et aussi proposer le financement. Et c'est à nous, évidemment, d'arrêter les financements, puisqu'on a une convention de 3 ans avec cet organisme, et il y a une fourchette financière, et c'est à nous d'arrêter la fourchette financière ensuite en fonction des propositions qui sont faites, propositions de spectacle, par exemple. Est-ce que je réponds à vos questions? Vous avez répondu, mais puisqu'il y a eu un bilan effectué sur 2019, vous êtes peut-être en mesure de me dire quel était le reste à charge de la CDC en 2019? Il était justement autour de 40 000 €, c'était ça l'élément. Sauf que les différences, si vous voulez, c'est qu'en 2020, nous avions baissé la programmation, les coûts, sauf qu'on ne les a pas testés puisqu'on n'a pas de bilan en 2020. Ça, c'est en fait, c'est calqué sur le 2019 en fait. Et alors pourquoi on nous présente un total des dépenses hors salaire? Parce que je veux dire, quand on fait des demandes de subvention aux partenaires, on la présente comme il y a des demandes comme ça. Indépendamment de ça, pour avoir l'information, je veux dire, là, on vote quelque chose. On ne connaît pas les... On vote que les demandes de subvention, on vote pas par rapport à ça. Ça sous-entend la réalisation. On espère, effectivement, si on demande de l'argent pour réaliser des projets, c'est effectivement, on espère qu'ils vont se réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, abstention.
oui, mais écoute, c'est la première fois que tu arrives masqué. Et André masqué. Excuse-moi. Monsieur Latapi aussi. Ah bon. Attention. Ok. Je vous remercie. 7. Ok. Donc on va laisser la parole au vice-président pour la demande de subvention pour la saison culturelle et le projet culturel du territoire 2021. Voilà, donc là c'est pour l'aspect fonctionnant, c'est pas lié à un projet, c'est pour tous les projets donc, des services culture donc, de l'année 2021. Et là aussi il faut le demander donc, au mois de novembre. Donc comme vous le constatez, en fait il y a un montant de 12 000 € au département qui est demandé pour la saison culturelle et 15 000 € donc à la région Nouvelle-Aquitaine là aussi pour le fonctionnement général pour différents projets. Ce qui est un petit peu complexe, je vous l'accorde, dans la délibération, dans le tableau, c'est qu'il y a des subventions qui sont du département, mais dans le cas de l'éducation anticulturelle, qui n'apparaissent pas dans cette délibération-là, c'est parce que c'est un petit peu compliqué. Là, c'est uniquement pour le fonctionnement des projets donc, liés à la culture sur le territoire. Un souhait d'intervention? Oui. Oui. Je vais faire une pierre de coups, je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais moi je vais revenir sur mes fondamentaux. Vous savez très bien que depuis 20 ans aujourd'hui, je conteste les compétences de ces communautés de communes, parce que je pense que, enfin vous savez que les deux compétences obligatoires, c'est donc le développement économique et l'aménagement du territoire, et je ne connais de société qui ait émancipé leur population sans créer de la richesse individuelle et collective. Or aujourd'hui, ces budgets, 300 000 €, si on met les deux dossiers dont on parle maintenant, c'est l'amortissement d'un emprunt de 4 millions de francs, on va dire, sur 15 ans, et ce qui permettrait de créer de la richesse et de faire en sorte, parce que pour moi, une personne émancipée, on parlait tout à l'heure du problème de jeunesse, ce sont des personnes qui sont libres et responsables. Et pour être libre et responsable, et pour être émancipé, il faut avoir reçu une éducation, une formation, un enseignement, etc. Je ne suis pas certain que depuis 20 ans, toutes les décisions et tout ce que nous avons fait avec ces communautés de communes ont permis l'émancipation des populations qu'on représente. Et je trouve ça dommage, et je pense qu'on devrait dégager le budget pour d'autres choses, même si la culture c'est important. Je pense que des gens émancipés, ils se quittent tout seuls. Quand on a les moyens de son existence, on se fait des loisirs, on se fait de la culture, on va au spectacle, au théâtre ou ailleurs. Donc voilà, moi je reste toujours sur mes positions et donc c'est pour ça que je m'abstiens sur ces délibérations. Merci bien. Un autre souhait d'intervention? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc là, Madame Carré-Coulou, M. Garat. Voilà, Madame Téchiné. Voilà. Pascal. André Mathieu. Voilà. Ok, tout le monde a été noté. C'est bien. Je rappelle les noms peut-être. Moi j'ai noté M. Massieu, Mme Téchenet, Mme Caresco, M. Garat, M. Bernet, M. Rappé, Mme Pény, M. Pédurand et Mme Gretton. Qui c'est qui a été oublié dans les versions? Hein? Non, On recommence. M. Garat, j'ai noté. Je redis M. Massieu, Mme Téchenet, Mme Caresco, M. Garat, M. Bernet, M. Rappé, Mme Pénier et M. Pédurand. Michel Attapie. Abstention, hein. Je ne m'oppose pas, mais Ok.
Merci beaucoup. Troisième point concernant la culture, et c'est toujours Jean Gauthier qui intervient, fixation des tarifs des spectacles au fil de l'eau 2021. Voilà, donc c'est une compétence du Conseil communautaire de fixer les tarifs pour les spectacles. En fait, ça concerne 3 spectacles donc, qui seront proposés dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Donc, comme vous voyez, un tarif plein à 10 €, un tarif réduit à 6 €, un tarif scolaire à 5 € par enfant. Donc, ça va être validé à un Conseil communautaire pour qu'évidemment ces tarifs soient appliqués pour les 3 spectacles. Encore une fois, si les conditions sanitaires le permettent, ils se dérouleront donc a priori à Salle La Forge dans le semestre à venir, premier semestre donc 2021. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Personne, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Délibération suivante concerne le développement économique, attribution des aides, soutien aux dynamiques économiques collectives. Et la parole est à Dominique Clavier, le vice-président en charge. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce dispositif, qui est un dispositif qui est en place depuis 4 ans dans notre collectivité, a pour vocation de favoriser l'adhésion des artisans, des commerçants, des entreprises à des mécanismes de dynamique collective. Ce poste, on avait une inscription budgétaire les autres années qui était de 35 000 € qu'on a régulièrement consommé. Cette année, l'inscription budgétaire a été faite à 25 000 € puisque nous avons fait un budget à mi-année et que malheureusement, des constats fait qu'il y avait beaucoup de choses d'annulées qui ne se feraient pas. Donc ce budget a été ramené, enfin l'enveloppe a été déterminée à 25 000 €. Si ce soir vous validez des propositions que nous allons vous soumettre et qui sont passées via la commission économique, la consommation à date sera de l'ordre de 9 000 € à quelques euros près, donc en dessous de l'enveloppe budgétée. Avant d'examiner les 3 subventions qu'on vous propose, j'ai un commentaire sur ce dispositif. Donc depuis 4 ans, on a un petit peu de recul et on a fait quelques constatations de 2 ordres. C'est-à-dire la première, c'est qu'on retrouve à peu près toujours les mêmes intervenants et qu'on a aussi un effet d'édition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement, pas de nouvelle entrée. Donc ça interpelle. Et le deuxième constat que l'on fait, c'est qu'on n'a pas de remontée qualifiée de ces actions. Quand on dit ça, c'est pas uniquement la faute des gens qui sollicitent, c'est parce que nous, on n'a peut-être pas été assez exigeants en la matière. On va porter une attention particulière sur ce point. D'ailleurs, je proposerai à la commission économique de travailler sur une mise à jour du règlement pour qu'on essaye d'être un peu plus efficace, en insistant effectivement sur cette notion de bilan. Pas que l'on soit suspicieux sur l'utilisation de l'argent public, encore qu'il faille bien qu'on contrôle, mais qu'on soit aussi qu'on ait un élément d'appréciation de la pertinence de l'action et pour voir s'il y a lieu de la reconduire, de la modifier. C'est un élément de prise de décision et de préparation du futur. Donc nous avons trois subventions ce soir que je soumets à votre approbation. 2 ont été examinées lors de la commission économique du 20 octobre. Ils ont d'ailleurs été approuvés dans cette commission à l'unanimité. Donc ça concerne le syndicat des vignerons de Loupiac pour l'organisation de journées portes ouvertes. L'assiette éligible en TTC est de 41 750 et la proposition de subvention de la communauté de communes est de 2 000 €. C'est une subvention, enfin c'est un événement qu'on a régulièrement accompagné ces dernières années et à la même hauteur financière. Le deuxième bénéficiaire, enfin la deuxième demande concerne Complément R. Donc c'est une association qui est déjà existante sur le territoire et qui a un projet de recyclerie sur Cadillac. Donc aujourd'hui, ils nous ont présenté un projet qui est soutenu par l'ADEME, dont le montant éligible est de 46 199. Et dans ce montant éligible, il y a une subvention de l'ADEME qui intervient sur la préétude à faire sur la pertinence et ce qu'il faut faire pour que cette recyclerie voie le jour et fonctionne. Donc l'ADEME, cette étude de 37 000 €, là aussi à quelques euros près, est subventionnée à 70%
par l'ADEME. Nous, on rajoute 10% pour rester dans l'enveloppe des 80% qui est la règle normale d'intervention des collectivités publiques en matière de subventions. Donc c'est un apport de 3 700 €. Et on a attribué aussi 20 € sur leur partie investissement. Il y avait un micro-ordinateur pour effectivement le différentiel soit 1 500 €. Donc la subvention que l'on propose d'attribuer est de 5 296 €. Donc je rappelle, ces deux subventions ont été examinées par la commission économique et ont reçu un avis unanime. La dernière subvention concerne les deux rives, c'est-à-dire le club d'entreprise. C'est une consultation qui est une opération de funding entreprise pendant la crise Covid. Donc on n'a pas pu réunir la commission. Pour autant, on a fait une consultation par Internet. D'ailleurs, à ce sujet, donc la commission, il y a 43 personnes inscrites. Donc on a envoyé les éléments pour recueillir l'avis aux 43. Nous avons eu que 21 réponses. C'est pas très satisfaisant, je trouve. C'est dommage. Donc sur ces 21 réponses, il y avait 15 avis favorables avec quelques commentaires et 6 qui étaient contre. Donc il y a quand même une majorité qui s'est dégagée pour l'approbation de cette subvention. Donc 3 subventions, je le rappelle, le syndicat des vignerons d'Oubliac pour 2 000 €, complément R pour un projet de recyclerie pour 5 296 € et les deux rives, le club d'entreprise pour 528 €, soit 7 824 € de subvention. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Et je laisse toujours la parole à Dominique Clavier concernant donc l'autorisation de signature de la convention de partenariat. Voilà. Alors, c'est une intervention qui est faite dans le cadre d'un programme qui émane de la région et qui concerne la transformation numérique à la destination des TPE. Donc la région a effectivement conventionné avec la CPME qui, elle, sollicite toutes les EPCI du territoire. En quoi consiste cette opération? C'est une opération de pré-diagnostic des TPE vis-à-vis de la problématique numérique. Donc c'est un diagnostic qui est proposé à ces entreprises de façon à les aider à orienter leurs équipements, leur formation vers le numérique. Il n'y a pas d'obligation à le faire, c'est une proposition qu'on leur fait. Ce diagnostic coûte aujourd'hui, le coût de 120 €, c'est l'enveloppe du coût de l'opération. C'est 0 pour l'entreprise, le reste est pris en charge par les collectivités, les différentes collectivités. À savoir qu'en ce qui nous concerne, la demande qui nous est faite, c'est de signer une convention et de s'engager à 20 € par diagnostic. On estime qu'on peut faire 40-50 diagnostics sur notre territoire. C'est un engagement de 800 € ou 1 000 €. Je crois que c'est intéressant de proposer ce pré-diagnostic ou ce diagnostic au TPE. Je ne vais pas vous faire un cours sur la nécessité d'aller vers le numérique. La crise le démontre et il y a l'après-crise. Ça continuera. Je crois que c'est une mutation importante. Les TPE ne sont pas forcément aujourd'hui toutes prêtes à aller vers ça. Donc je crois qu'il faut leur mettre le pied à l'étrier. Et ce que je dirais, c'est pas une action, c'est pas une étude, il ne se passe rien derrière. Les entreprises qui, à l'issue de ce diagnostic, diront effectivement, je veux m'engager dans cette démarche, je veux qu'on mette, il y a toute une série d'aides, d'accompagnement qui est prévue, de façon effectivement à les amener vers leur objectif. Donc voilà, c'est l'autorisation de signer cette convention qui effectivement pourra nous engager à une dépense de 800 000 €. Je crois que c'est une dépense minime pour l'enjeu. Merci, Monsieur le Président. Quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Monsieur Garat. Intervention. Deux questions que je me pose, d'une part sur la temporalité, dans la mesure où on nous parle de coût de l'action s'établit à 120 € jusqu'au 31 mai 2022. Ça me paraît très lointain pour des sujets qui sont un peu urgents. Donc ça, c'est déjà un point. Deuxième point, je ne comprends pas c'est pas bien, c'est pas des fois coutumes, je vais m'étonner de la
D'une façon plus claire, enfin, ou plus détaillée, le pré-diagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est de faire l'état de leurs connaissances, de leur équipement, de savoir s'ils sont prêts, équipés, formés à aller vers du numérique. Je sais pas ce que c'est. Donc, je finis, Michel t'a posé deux questions, donc je vais essayer d'y répondre. En ce qui concerne la temporalité, c'est une date butoir, ça veut dire que les diagnostics peuvent commencer dans les semaines qui viennent, mais on peut aller... C'est les entreprises qui vont donner la cadence, c'est pas nous. Nous, aujourd'hui, on ouvre le robinet, les entreprises ont cette possibilité, à elles de l'activer dès qu'elles le veulent, dès qu'elles le peuvent, et j'allais dire le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, plus tôt on se prépare, mieux on est prêt. Donc ça, c'est le premier point, ce qui concerne la temporalité. La deuxième question, tu dis 20 € par entreprise. Oui, c'est le coût du pré-diagnostic, c'est la répartition qui a été faite dans ce cadre de cette convention, où la région en prend une partie, la CGPME et nous. Donc c'est un coût, c'est un diagnostic, c'est une intervention. Pardon. Le global est supérieur à 100 €. Non. On prend 20 € sur 120. C'est l'arithmétique simple. Non, je suis d'accord là-dessus, mais je suis étonné de la modicité de la somme pour faire un pré-diagnostic. Auquel cas, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça d'une façon plus urgente. Voilà mes questions. Plus urgente parce que, Michel, il t'échappera pas qu'on agit dans le cadre d'un programme qui est mené par la région, qui a des temporalités, on peut peut-être dire effectivement des lenteurs dues à tous ces processus, mais comme on n'est pas le pilote numéro 1 de l'action, nous ne pouvons pas décider de dire on va le faire dans la semaine qui vient. On signe des conventions, parce que si on ne signe pas cette convention, on ne rentre pas dans le dispositif. Alors on peut toujours nous dire dans notre coin, on va le faire tout seul, il faudra bâtir le truc et puis se débrouiller tout seul. Ça prendra plus de temps parce que là aujourd'hui, on a un dispositif qui est prêt. Enfin, la première étape de ce dispositif. Enfin, je suis étonné d'avoir un dispositif aussi lourd pour des dépenses aussi faibles et pour un enjeu aussi fort. Voilà. Non, mais parce que tu raisonnes au niveau de l'intercommunalité, je te parle de 40 entreprises. Et de 20 €, ça fait 800 €. Je comprends que cette somme ne te fasse pas bondir de joie. Je te rappelle que c'est un programme régional, c'est-à-dire qu'elle est développée sur 6 départements, et que, effectivement, donc ça veut dire que rien que dans la Gironde, il y a 33 intercommunalités. Si on fait 40 par intercommunalité, ça en fait 1200, multiplié par 6, on est à 7000 entreprises TPE qui peuvent être aidées. C'est ça l'échelle de grandeur qu'il faut voir. Et nous, quand on dit 40, si demain, par bonheur, on a 60 candidats, je pense qu'on arrivera à négocier, de dire on a 20 diagnostics de plus. On n'est pas non plus sur une enveloppe qui est bouclée. Donc on est bien d'accord, on est dans un système lourd, long, pour des opérations urgentes. Voilà ce que vous voulez. Non. L'opération, elle est urgente, elle n'est pas urgente parce qu'on est dans la crise du Covid-19. Là, je pense que je te suis pas là-dessus. Elle est urgente, oui. Le numérique, c'est urgent. Ça existe depuis des années quand même. Aujourd'hui, évidemment, c'est urgent parce que ceux qui n'ont pas commencé sont en retard et plus le temps passe, plus ça va mal. Oui, c'est urgent, si tu veux. Mais ce n'est pas la découverte de la semaine, quoi. On n'est pas à la mesure de l'urgence. Oui, enfin, c'est ton avis, ça n'engage que toi, je ne le partage pas tout à fait. Un peu quand même, oui, mais pas tout à fait. Je suis dans la nuance et je parle français. Une autre intervention, M. Bernet. Oui, si je peux me permettre, je vais apporter une touche médiane à la discussion, parce qu'elles sont intéressantes l'une que l'autre. Et pour avoir été en fonction, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a enfin des mesures à l'échelle de la communauté de communes en chemin. C'est-à-dire que finalement, nos chefs d'entreprise seront heureux de voir, pour compléter, sur un sujet comme celui-ci, qui est aussi intéressant que les autres, mais en tous les cas, ils se préparent quelque chose, ils se mettent quelque chose en chemin, et c'est toujours ça. 20 €, c'est toujours 20 €, 120 €, c'est pas non plus la mondiale, mais en tous les cas, c'est ton chemin. Donc moi, ce que je félicite là, finalement, c'est les initiatives. Donc je pense que Michel, pour mesurer un petit peu le propos et trouver une mondiale, tu as raison, je pense que vous avez raison l'un l'autre, mais c'est un mouvement. Et on constate qu'il commence à y avoir, je dirais, des choses en chemin sur la notion du développement économique. Le débat, c'est pas 20 €, c'est de savoir si on est capable de mettre en place un processus de pré-diagnostic pour aller dans le numérique, c'est tout. Alors que ça nous coûte 20 € à nous, c'est marginal, ça doit coûter 80 à la région, enfin peu importe. Ce qui me semble intéressant, c'est le process. Ça n'existe pas, on le met en route, voilà. Merci beaucoup. D'autres interventions?
sur le sujet? Non? Donc je vous propose de... excusez-moi, Bruno Carabos. Oui, bonsoir tout le monde. Ce qui me dérange, c'est pourquoi la CPME, c'est petite et moyenne entreprise, je les connais très bien, ils n'ont rien à faire avec les toutes petites entreprises. Pourquoi pas la chambre des métiers ou la chambre de commerce qui est plus appropriée à mon avis. Et si vous êtes bien servi, je suis bien content pour vous. Voilà. Je vous remercie de votre question, mais je vous apporte une précision, c'est que je ne m'appelle pas Alain Rousset. Donc, comme c'est un dispositif qui émane de la région, qui a choisi l'architecture, donc aujourd'hui, j'entends ce que vous dites, on prend quelque chose qui a été structuré comme ça. Alors, on m'apporte une précision, vous voyez, qui va peut-être aller, qui va vous tranquilliser, c'est les chambres consulaires qui font le diagnostic, c'est-à-dire la partie technique. C'est-à-dire que là, on est dans la partie administrative, lourde, pas rapide, trop tardive, qu'on règle, mais c'est les chambres consulaires qui feront le diagnostic. Merci beaucoup. D'autres interventions? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Le point suivant concerne l'enfance et la jeunesse. Subvention de fonctionnement au foyer rural de Paillé, et c'est présenté par notre collègue Jean-Patrick Soulet. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, cette délibération est pour autoriser donc, le président à signer la convention complémentaire pour le fonctionnement au foyer rural de Paillé. Donc, une première convention a été signée donc, pour le 1er janvier 2020 pour une période de 8 mois. Et donc là, nous avons fait une convention, je ne sais pas si elle est derrière, on n'est pas encore derrière, qui fixe les objectifs en fait entre la communauté de communes et le foyer rural de Paillé pour les accueils de loisirs des enfants, ça concerne 46 enfants de 3 à 17 ans, pour les mercredis scolaires et les vacances. Donc cette convention qu'on nous demande d'autoriser, c'est pour leur verser le solde de la subvention, puisqu'ils ont déjà eu 2 montants de subvention versés. C'est inscrit donc au budget, à l'article 65.14 des fonctions 142 du budget 2020, donc une somme de 17 390. Donc c'est une convention qui part de septembre 2020 à décembre 2020. Voilà, pour pouvoir solder l'année de 2020. Voilà. Un souhait d'intervention sur le sujet? Non. Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. C'est toujours dans le cadre enfants-jeunesse. Autorisation à reverser la prestation de service enfance-jeunesse perçue à l'association Crocolune pour l'année 2020. Et c'est toujours Jean-Patrick qui présente. C'est ça. Donc là, on est toujours dans la même idée, en fait. Donc on participe à une subvention au fonctionnement de la crèche Crocolune. Et donc nous avons perçu donc, le PSJ qu'on doit reverser donc, à la crèche Crocolune, donc pour un montant de 55 058,30. Donc ce reversement en général il se fait en 3 périodes distinctes, à 35%, 2 fois 35% de l'ADN, puis c'est une manière à compte de 30% à hauteur de l'ADN plus 1, en fonction des bilans comptables. Donc voilà, donc il faut nous autoriser donc au président à verser 39 940,81 € à la crèche Crocolune. Un souhait d'intervention sur ce sujet? Non. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Et le dernier point concernant l'enfance-jeunesse est la subvention de fonctionnement des multi-accueils à la société éponyme. Et c'est toujours le vice-président à l'enfance qui... Merci Président. Donc c'est la subvention de fonctionnement des multi-accueils qui sont gérés donc, par notre prestataire éponyme. Donc le multi-accueil d'Ilatz, le multi-accueil de Portes, le multi-accueil de Prégnac. Donc, on leur attribue donc, des montants de subvention
Bien sûr, c'est en fonction de documents et de contrats. Donc pour le mutuel d'accueil d'Ila, c'est un montant de 273 763,64. Pour le mutuel d'accueil de Portet, c'est un montant de 139 845,55. Et pour le mutuel-accueil de Brignac, un montant de 176 933,02. Donc ces montants sont inscrits au budget. Voilà, donc il faut autoriser le président à procéder au mandatement de ces subventions. Un souhait d'intervention, Monsieur Garat. Oui, c'est une demande de précision parce que je pense, sans m'avancer, comme vous avez eu quelques-uns ici, qu'un certain nombre de personnes ne savent pas trop comment ça fonctionne avec Eponine. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le mécanisme de facturation, de paiement, et comment sont déterminés les montants qui apparaissent dans ces subventions? Alors, ces montants, ce sont des... il y a un contrat de prestation de services qui a été passé à notre partenaire, en l'occurrence c'est la société Eponine, donc qui gère les outils d'accueil, donc qui a son propre personnel, etc. Donc en fait c'est tout simple, il y a un budget qui est présenté à l'année, un prévisionnel, avec le charge de personnel, toutes les dépenses et toutes les recettes qui peuvent être donc toutes les parties CAF, etc., prestations de famille, et au final ensuite donc, il y a un engagement sur un reste à charge à la communauté de communes dans le cadre du contrat, et c'est ces sommes-là qu'on vous demande d'autoriser à régler ce soir, pour faire simple. D'autres souhaits d'intervention? Non. Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne l'environnement, et en l'absence donc en l'absence de notre collègue, il m'a laissé une note concernant cette délibération qui rentre dans le cadre de la 8e année du programme d'animation culture nature Découvre ton île. Le service espace naturel sollicite une aide financière auprès des partenaires techniques que sont d'une part le département et d'autre part l'agence de l'eau Adour-Garonne. Voilà. Donc les dossiers de subvention doivent s'accompagner de la présente délibération qui autorise la mise en place du programme Découvre ton île pour la saison 2021, et le président de la CDC a déposé ses demandes. Alors, la particularité, comme a dit de souligner, c'est que la demande de subvention qui est faite au niveau du département doit être présentée en TTC au réel des dépenses prévues. Tandis que la subvention auprès de l'agence de l'eau Adour et Garonne doit être présentée en hors taxe, sauf pour le coût chargé du personnel et des frais directs. Des frais indirects, excusez-moi. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite avoir une information complémentaire concernant cette opération qui existe depuis 8 ans? Oui. Moi, juste sur le principe, une fois de plus, je m'abstiendrai sur cette délibération. Simplement parce qu'il y a des subventions de l'agence Adour-Garonne, laquelle agence Adour-Garonne, moi, puisque je suis responsable d'un syndicat d'eau potable, et chaque fois je demande des aides et des subventions pour le renouvellement de réseau, à première vue, on préfère protéger les tritons palmés, là où je ne sais pas comment vous appelez, ou les papillons, que de s'occuper de l'eau potable. On m'a répondu cette année, j'ai présenté un dossier, on m'a répondu que l'eau n'était pas assez chère, donc on ne donne pas de subvention. Et je trouve ça assez catastrophique, parce que la protection de la ressource en eau potable, c'est quelque chose de très important, et à mon avis plus important que l'île de Raymond. Merci, chers collègues. Une autre intervention? Non, je vous propose donc de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 1, 2, 3, 4. Tu as noté? André Massieu, Michel Latapie, Monsieur Pédurand,
Madame Peigné. Ok, merci bien. Donc, les points suivants, les 2 points suivants sont des décisions modificatives concernant les finances. Alors, juste, je précise, avant de céder la parole à mon collègue vice-président chargé des finances, que vous devez impérativement signer cette décision avant de partir. Hein. Il faudra, et les deux. Merci. Alors, je passe la parole à Bernard Attel. Merci, Monsieur le Président. Bon, la première délibération, que je vous propose ce soir, c'est la première décision modificative de 2020. Elle concerne effectivement des ajustements en ce qui concerne la compétence GEMAPI. Donc, vous pouvez voir que dans le tableau que vous avez sous les yeux, ou que vous avez affiché derrière, je ne sais pas, il y avait un prévisionnel 2020 et il y avait ce qu'on appelle effectivement, ce qu'on a réellement payé suite aux délibérations des différents syndicats. Alors, je ne sais pas si je vous les passe en revue, mais il y avait 9 839,45 en ce qui concerne la Pimpine, et nous avons 8 756, qui était donc inférieur aux prévisions. En ce qui concerne le syndicat mixte du drop, et là, on est effectivement parfait, on a atteint la cible, 4 616, donc on devait avoir effectivement les informations au moment de la confection du budget, parce que s'il s'agit de cela, donc si on n'avait pas forcément les informations, on n'est peut-être pas forcément toujours très juste. Le syndicat d'aménagement du bassin versant du Ciron, 28 766 qui avait été voté, et donc là, effectivement, on a 30 074. Le SIAPO, 26 839, on a 26 839, c'est parfait, ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec un différentiel de 225 €, effectivement, qu'il faut aller chercher. Et où est-ce qu'on va aller chercher ces 225 €? On va les chercher, effectivement, dans les dépenses imprévues. Donc, vous remarquez qu'au chapitre 65, on va noter, effectivement, une erreur de compte au niveau de 70 065. Et on va mettre sur le chapitre 65 548, notre contribution, l'ajustement des cotisations des syndicats, tel que je viens de vous les décrire, à hauteur de 70 285, 70 290, puisqu'effectivement ça a été arrondi, il manque 225 €. Donc ces 225 €, ils sont pris effectivement en ce qui concerne les dépenses imprévues au chapitre D022, à point d'ajustement, donc on a moins de 225, qui nous permet d'avoir un total de dépenses et de tomber pile aux quelques centimes près. Voilà, c'est un ajustement en ce qui concerne donc tout ce qui est dû au syndicat suite à la prise de compétence chez MAPI. Un souhait d'intervention sur ce sujet? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième délibération concernant les finances, toujours sur une décision modificative. Bernard. Alors, c'est toujours pareil, des réajustements, c'est la décision numéro 2 de 2020. Hein. Alors, en ce qui concerne le chapitre 011 de charges à caractère général, donc en dépenses de fonctionnement, achat de prestations, donc c'est l'accès au service e-commerce, donc y compris le diagnostic pour 16 000 €. En ce qui concerne donc après la location de matériel, il semble que ce soit pour un immeuble qui menace ses ruines par là. Autres assurances pour loyer payé 400 €. Justement, pour complément à l'office de tourisme, moins 1 000 €. Honoraire d'agence immobilière pour la gestion des appartements de la rue de l'Œil, 3 500 €. Donc, au chapitre 11, à charge de caractère général, il y a 33 900. Au chapitre 12, charges personnelles, malheureusement, il y a un versement de capital d'essai pour un de nos employés qui nous a quittés. Et vous retrouverez tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on ira en recette, la prise en charge par notre assureur, la prise en charge statutaire à hauteur du même montant, bien entendu. En ce qui concerne le chapitre 65, donc on est sur l'ajustement au thème. Ajustement au thème, moins 6 000, complément au thème. Je pense qu'effectivement, on retrouve la différence, c'est les 1 000 €. Et là, après subventions aux organismes privés, c'est diminution des aides Covid de moins 31 000 €.
En ce qui concerne donc les charges exceptionnelles, donc subventions exceptionnelles, ajustement pour des besoins de financement à hauteur de 38 536 60, et puis il y avait des dépenses qui n'avaient pas forcément été prévues au budget. Donc il y a un virement de la section d'investissement donc au niveau de l'attribution de compensation de 15 000 €, et donc un ajustement de 1 € que l'on retrouve, donc je pense que c'est ce qu'on avait trouvé. Celui-là, 7 €, je ne l'ai pas forcément en mémoire. On va essayer de le trouver un peu plus loin. Je pense qu'on va le retrouver dans le récapitulatif. C'est ça, effectivement, dans la section d'investissement. Il y avait une prise en charge d'une facture qui a dépassé effectivement le montant, mais quand on a dépassé de quelques centimes, effectivement, il y a 1 € qui s'est promené. On le retrouvera un peu plus loin. En recette de fonctionnement, donc, sur le 013, prise en charge d'assureur statutaire, je vous l'ai dit, on est sur effectivement, le versement du capital d'essai à hauteur de 15 556. Chapitre ER 78, produits et services, participation des usagers. Au transport à la demande, on est sur 746 €, c'est 40. On perçoit aussi la subvention de la région en recette sur le transport à la demande à hauteur de 36 691 20. Et puis, on a les revenus des immeubles, les loyers de la rue de l'Œil. De décembre 2019 à décembre 2020, alors là on n'est pas au centime après, effectivement, on a prévu 20 000 €, et ça, sachant qu'effectivement, c'est une somme qui devrait être atteinte, peut-être même supérieure, puisque vous savez très bien qu'on minore les recettes et qu'on majore les dépenses. Donc le résultat, donc en section d'investissement, on a donc retrouvé 7 € qui se promenaient. Au chapitre de l'opération 52, annexe du siège, il y a 1 € en dépenses donc d'investissement qu'il faut retrouver effectivement sur les recettes d'investissement. On retrouve cet euro-là, ce qui fait qu'effectivement on est à 72 994 60, alors qu'on était à 72 993 60. Voilà, l'euro il est ici. Donc voilà, c'est une décision modificative classique qui prend en compte effectivement les dépenses qui sont arrivées en cours d'exercice et les réajustements nécessaires et évidents en pareil cas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce sujet? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Le point suivant concerne la GEMAPI, validation des actions portées par la communauté de communes dans le cadre du programme des actions de prévention des inondations PAPI. Donc, je donne la parole à ma collègue Valérie Ménard. La Garonne girondine, puisqu'on parle de la Garonne girondine, s'étend de la limite du Lot-et-Garonne pour nous jusqu'à Villeneuve-d'Ornon, donc bien au-delà de nos frontières. L'impact de la Garonne ne s'attache pas à savoir si elle est dans Convergence Garonne ou pas. Elle va bien au-delà. Pour nous protéger des inondations, des digues ont été construites sur près de l'ensemble du linéaire de cette Garonne girondine et demandent un entretien important. Mais elles ne suffisent pas à assurer une gestion seule, efficace et globale du risque d'inondation. Le projet du PAPI a pour ambition de mettre en œuvre une stratégie de gestion du risque d'inondation et surtout de réduction de vulnérabilité sur le même tronçon, c'est-à-dire qui va de limite de Lot-et-Garonne jusqu'à Villeneuve. Ce projet, il a plusieurs objectifs. Le premier est d'améliorer la connaissance du territoire à travers l'étude de fonctionnement hydraulique de la Garonne sur son sous-bassin, ainsi que de réaliser un état des lieux, définir une stratégie plus adaptée aux contraintes et aux opportunités de ce territoire, ainsi qu'à nos volontés. Voilà, on n'est pas obligé de subir, on peut aussi choisir. Cette connaissance partagée, elle permet de déterminer donc, cette stratégie globale sur un programme d'action en 7 axes définis par les exigences du cahier des charges du PAPI Garonne-Girondine. Le premier, c'est améliorer la connaissance des aléas et de la conscience du risque. Le deuxième, ça va être surveiller la prévision des crues et des inondations. Le troisième, c'est une alerte et une gestion de crise. Le quatrième, c'est un aménagement du territoire en fonction d'eux. Le cinquième, c'est une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. Le sixième, c'est un ralentissement des écoulements. Et le septième, c'est une gestion des ouvrages hydrauliques.
Pour tout ça, on a établi des fiches actions. Des fiches actions ont été établies plus exactement dont la maîtrise d'ouvrage est portée par Convergence Garonne de façon totale ou partagée. Il est bien évident que si on a une fiche action qui correspond à 2 CDC voisines, on partagera la compétence, on partagera la dépense. Ces fiches actions elles viennent actualiser les actions validées par le précédent Conseil communautaire le 19 décembre 2018 et elles s'inscrivent parallèlement dans certaines actions déjà engagées. C'est pour ça que quand vous avez lu le tableau, ça a dû vous faire des renvois sur d'autres commissions. Pour les études complémentaires, qui viendront définir l'enveloppe de travaux nécessaires, elles ne seront engagées que si nécessité, et surtout, pour les gens de la commission qui sont en cours d'études, que si nous reconnaissons ces ouvrages comme compétents pour notre collectivité. C'est-à-dire que, par exemple, améliorer la connaissance des aléas du risque, vous avez la connaissance des inondations passées et développement d'une mémoire de risque, ben ça fait partie d'une des fiches actions, pardon, excusez-moi, que je reprends, qui représente un stagiaire de 4 500 € hors taxe sur 6 mois, réparti sur les 5 CDC. Les 5 CDC se partageront cette charge. Vous avez en aménagement du territoire l'intégration d'un volet eau dans le plan local intercommunal, l'urbanisme intercommunal, qui est déjà pris en charge sur le PLUI, mais dont on va aussi se servir sur la GEMAPI. On a utilisé un maximum de transversalité entre les différentes commissions pour ne pas refaire le travail qui a déjà été fait. J'ai déjà entendu à plusieurs reprises qu'il y avait bon nombre d'études qui faisaient des études, et bien là, ce n'est pas le cas. On utilise ce qui existe déjà et ce qui est déjà en cours pour minimiser les dépenses et pour maximiser l'information, son utilisation. Et vous avez ensuite l'étude sur les définitions des travaux nécessaires au classement des ouvrages de Toulaine-Prégnac, Barsac-Prégnac, Barsac-Séronce, Loupiac-Verdelais et Portetz. Donc là, vous avez des chiffrages qui sont en cours. Pour autant, ces chiffrages ne seront mis à exécution que si nous, Convergence Garonne, nous reconnaissons ces ouvrages comme une nécessité à prendre en charge. Voilà, dans le cadre de la GEMAPI et de la commission en cours. Et après, sur notre Convergence. Si quelqu'un a des questions. Je parlais un peu vite. Pas de questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui? Oui? Contre? D'accord, je pourrais. Bon. Qui s'abstient? Bon. Contre. Donc, adopté. Je vous remercie. Le point suivant concerne les services à la population, attribution d'une subvention au Cap Solidaire et le rapporteur c'est Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. Donc c'est pour l'attribution d'une subvention. Cap Solidaire, qu'est-ce que c'est? Cap Solidaire, c'est une plateforme de mobilité. C'est aussi un accompagnement en ingénierie sur le territoire afin de développer des projets autour de la mobilité. Quels sont les bénéficiaires c'est la majorité, ce sont des bénéficiaires qui restent le public RSA, mais pas seulement. Augmentation des publics, travailleurs précaires, intérimaires, personnes ayant des faibles revenus. Plus d'un bénéficiaire sur 2 a une activité professionnelle ou un projet d'insertion. La plateforme de mobilité accompagne gratuitement les bénéficiaires. Elle peut les accompagner pour la réalisation d'un bilan de compétences mobilité assorti d'un plan d'action. Préconisation d'aide financière individuelle pour le financement du permis de conduire, la location ou la réparation du véhicule. Action de formation, évaluation code et conduite, accompagnement aux démarches administratives et techniques liées au parcours, permis, réalisation des dossiers pour l'accès aux tarifs sociaux des transports en commun, train, bus, Transgironde, transport à la demande, location de véhicules à tarif social et solidaire, ils ont une flotte de 3 véhicules sur Langon, accompagnement pour l'acquisition et la réparation des véhicules, notamment au travers des microcrédits sociaux, mobilisation du taxi solidaire. Dernièrement, l'ingénierie du projet mobilité, Cap Solidaire, c'est aussi un partenariat, un travail partenarial et un accompagnement à la mise en place du projet mobilité sur le territoire. Au cours du 4e trimestre, on a mis ce projet en place sur la CDC Convergence Garonne. L'objectif, c'est favoriser l'utilisation des transports dits doux, tels que le covoiturage, l'autopartage, multiplier les solutions de déplacement sur ce territoire. Courant 2021,
le président de Cap Solidaire viendra présenter en préambule du conseil communautaire toutes les actions qu'ils ont pu mener malgré la crise sanitaire sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup. Un souhait d'intervention? Non? Oui, Vincent. Oui, une demande de précision concernant les lieux, les destinations qui peuvent avoir les usagers de ce service-là. Est-ce que les lieux doivent obligatoirement être sur la communauté de communes? Et sinon, est-ce qu'il est envisageable à terme que d'autres lieux non situés sur la communauté de communes puissent être aussi être une destination pour les usagers Concernant le transport à la demande, oui. Pour l'instant, comme c'était juste à titre expérimentation, on n'est que sur intramuros, c'est-à-dire la communauté de communes. On doit travailler après la commission pour voir si on va pouvoir ouvrir. Le but, c'était par exemple la clinique, l'hôpital de Langon et tous les services paramédicaux qu'on n'a pas sur la communauté de communes. Mais il était sur l'ancienne mandature, on avait juste pris ça en expérimentation, rien que sur la communauté de communes pour la première année. Voilà. Merci. Mais on va le travailler. Merci. Ok. D'autres souhaits d'intervention? Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne le spam et je donne la parole à notre collègue Alain Quérens. Merci Monsieur le Président. Donc, comme vous le savez, notre marché de prestations concernant l'assainissement non collectif arrive à échéance le 31 décembre 2020. Donc, nous avions lancé une AMO pour nous accompagner pour renouveler ce marché. On a été sollicité par le syndicat des deux rives pour faire un marché entre guillemets commun. Donc on a répondu favorablement. Donc on a créé un groupement de commandes. Donc, on doit désigner ce soir les membres d'une commission d'appel d'offres spécifique pour ce marché. Alors je vous ai proposé donc deux noms. Il s'agit de Bernard Mateil et de Jean-Patrick Soulet comme membres de la CAO. Est-ce qu'il y aurait d'autres candidats éventuellement? Et sinon, je vous propose donc de désigner ces deux élus pour siéger à cette CAO. Est-ce qu'il y a des candidats autres? Non. Je vous propose de délibérer sur cette désignation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Et je laisse la parole toujours à Alain Quérens concernant la demande de subvention auprès du département pour la réalisation d'une étude complémentaire de ruissellement dans le cadre du PLU. Donc, comme vous le savez, en 2014, il y a eu un phénomène d'inondation par ruissellement sur deux communes, enfin sur trois communes, Paillé, Lestiac et Rions. Donc, ce qui a entraîné une étude produite par un service public qui s'appelle le CEREMA, donc qui a produit un zonage qui impacte fortement à plus de 80% pour certaines communes, dont les centres-bourgs de ces deux communes, notamment Lestiac et Paillé, essentiellement, un peu moins pour Rions. Et donc dans le cadre du PLU, ça a eu pour conséquence ce zonage que toutes les autorisations d'urbanisme qui sont présentées aujourd'hui au niveau de l'État sont refusées au prétexte d'un risque, d'aggravation du risque sur ces zones de centre-bourg. Et donc la note d'enjeu que nous avons reçue de la préfète concernant l'élaboration du PLU nous oblige donc à préciser ces niveaux et ces critères de ruissellement sur les communes concernées. Et donc, on vous propose donc d'accepter, puisque ça a été présenté en comité de pilotage au niveau des maires qui ont validé cette proposition. Donc, et on vous propose donc de prolonger cette étude toujours par le CEREMA, qui a mis en place de nouveaux outils qui leur permettront d'être plus efficaces sur les niveaux de dangerosité, on va dire,
et le but c'est de définir des critères de niveau d'eau et de quantité d'eau sur ces bourgs de manière à pouvoir quand même arriver à des prescriptions qui permettent quand même une évolution au niveau des futures constructions, des demandes d'autorisation d'urbanisme au niveau de ces communes. Alors, dans ce cadre-là, il y a 4 communes qui seraient concernées, donc il y a Paillé, Lestiac, Rions et Cardan, sur une partie. Le montant de ces dépenses s'élèverait à 35 000 €, pris en charge donc, par le département à hauteur de 40%, ce qui fait un reste à charge pour la communauté de communes de 21 000 €, hors taxe. Et on ne peut pas y déroger puisque ça fait partie des conditions que l'État nous demande de mettre en œuvre. Donc il s'agit ce soir de vous proposer d'accepter cette demande de subvention de 14 000 € au niveau donc, du département. Un souhait d'intervention sur ce sujet? Non. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Toujours dans le cadre de l'urbanisme. Approbation de modification simplifiée du PLU de Pujols-sur-Ciron. Voilà. Donc la commune de Pujols-sur-Ciron a fait une demande de modification simplifiée. Le but étant de permettre, donc, compte tenu de l'exiguïté aujourd'hui des surfaces de terrain concernant les nouveaux lotissements, elle nous demande donc de permettre de modifier son règlement de manière à ce qu'on puisse donc autoriser les annexes à construire à moins sur la limite ou à moins de 3 mètres des limites séparatives des terrains. Et hors les piscines, c'est-à-dire simplement d'autoriser la construction d'annexes en limite de propriété sur des nouveaux terrains dans les zones UA et UB. Et les piscines devront toujours respecter le recul de 3 mètres. Dominique Lavier, si tu veux compléter, tu peux. Est-ce que j'ai été assez précis? Oui, bien sûr, ça concerne que le SPAN, que les zones impactées par le SPAN. Des souhaits d'intervention? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Dernier point concernant l'urbanisme, qui est la composition locale des sites patrimoniaux remarquables de Cadillac et Rions. Alors, donc, avant le renouvellement des collectivités, des élus des collectivités, donc, nous avions proposé de désigner donc, les membres de cette commission. On a donc, vous l'avez peut-être sous les yeux, je ne sais pas si ça a été non, on est toujours sur la GEMAPI, est-ce qu'on pourrait avoir sur l'écran. En fait, donc, sont désignés, sont membres de cette commission locale de sites patrimoniaux remarquables de façon obligatoire le président de l'EPCI, le maire des communes concernées, donc Vincent et Jocelyn, le préfet, le directeur régional des affaires culturelles, Patrac, et l'architecte des bâtiments de France. Donc ça, ce sont des personnes obligatoirement présentes dans cette commission. Et ensuite, donc, on doit désigner trois collèges, des membres de 3 collèges. C'est passé en commission, donc, je vous l'ai dit, là, avant le renouvellement des élections. Sauf qu'on attendait pour vous le faire valider ce soir, l'avis du préfet qui doit émettre l'avis. Et on a reçu l'avis du sous-préfet il y a 15 jours environ, nous demandant donc de modifier une proposition qu'on avait faite simplement dans le collège des titulaires des experts. Alors, donc vous l'avez sous les yeux, est-ce que vous jugez utile que je vous redonne donc la totalité des membres? Je ne pense pas. La seule modification qui a été demandée par le préfet, c'est donc de mettre dans le collège des experts M. Rémi Potier, architecte du patrimoine, donc comme titulaire, alors qu'on avait mis auparavant M. Bila. Et donc M. Bila est passé, lui, en tant que suppléant, donc à droite, là, dans la dernière case. Voilà.
Et donc le membre qui était suppléant, c'était l'architecte du CAUE, et donc on lui a demandé donc, de se retirer de cette commission, puisqu'auparavant on avait sollicité donc, les avis de chacune des personnes qui sont présentées dans ces tableaux. Donc il s'agit ce soir donc, que vous validiez les membres de cette commission. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre cette composition de la commission locale de site patrimoniaux remarquables? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Sur le point suivant, je vais vous demander l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 14 octobre. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce procès-verbal? Non. Donc je vous... Oui. Monsieur Michel Atapi. Donc, dans ce rapport, qui est conforme aux réalités, effectivement. Donc, je voudrais revenir sur un petit incident qui porte atteinte à l'intégrité de ma municipalité, de ma commune et de moi-même. Donc, je veux dire que M. Queyrin, sur son aire professoral, aurait mieux fait peut-être de se taire, puisqu'il a remis en cause effectivement l'intégrité de la commune et de son maire quant à la vente du presbytère. Puisque j'ai là, ici, la preuve que ce bâtiment n'est absolument pas en ruine, puisque j'ai là une facture de charpentier concernant le remaniage de l'ancien presbytère et une attestation de M. Villa. Et effectivement, quand on va bien, il y a des diagnostics et les diagnostics ne comportent nullement que ce bâtiment était en ruine. Donc, effectivement, je trouvais ces propos quand même quelque peu malveillants à l'encontre d'une collectivité, véritablement malveillants. C'est quand même un peu fort que des gens, et en plus c'est écrit. Donc, effectivement, je me réserve le droit de porter au niveau juridique cette dénonciation calomnieuse et cette diffamation à l'encontre de la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Je ne ferai pas de commentaires plus, puisque la presse s'en est chargée, il n'y a pas de souci, mais ça, j'ai trouvé ça grotesque et malvenu. Parce que quand on dit des mensonges, eh bien, on est au menteur, et quand en plus on est vice-président d'une communauté de communes, c'est parfaitement malvenu de faire ça, à l'encontre du maire de Sainte-Croix-du-Mont, que je suis élu depuis 1995. J'ai trouvé ça, je ne dirais pas de gros mots, mais un peu, voilà, c'est ce que je veux dire. Concernant la compétence ou l'incompétence, ce n'est pas un cheveu dans ma bouche, c'est simplement des mots que l'on peut retrouver dans le Larousse ou le Robert, et ce sont des jugements, certes, mais on peut apprécier à sa juste valeur, et je ne ferai plus de commentaires à ce sujet-là. Donc, je vous remercie de votre attention, et j'ai été fortement pincé sur ce sujet. Et les gens qui cautionneront ces dires, eh bien, ils seront portés devant les tribunaux. Je vous en fais la promesse. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Pas d'intervention concernant ça. Donc, je vais vous demander de délibérer sur l'approbation. Qui est contre d'approuver ce procès-verbal? Qui s'abstient? Voilà. Avant de passer aux questions orales, et je m'en excuse auprès de mon collègue maire Pascal Rappé qui nous accueille dans cette superbe salle, et je l'invite de nous présenter sa commune. Tout le monde le connaît très bien, la commune. Bon. Alors, vous êtes les bienvenus, je pense que la salle est quand même pas idéale, mais enfin, elle est bien pour finir le conseil communautaire. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes tous les bienvenus ici à la commune de Guérande. Je sais, puisque c'est quand même la deuxième réunion, puisqu'il y avait une réunion sur le PLUI,
ici, et c'est vrai qu'elle est très agréable, en tout cas pour la tenue de ce type de réunion. Et je sais que tu m'as invité donc à l'utiliser en d'autres circonstances pour la communauté de communes, et je t'en remercie très chaleureusement. Voilà, maintenant nous arrivons aux questions orales. Qui souhaitent intervenir? Alors, peut-être Jean-Marc Pelletan. Une remarque en question. Je crois que la CDC a fait l'acquisition d'un véhicule utilitaire sur lequel vous avez fait figurer de la publicité et vous avez sollicité les commerçants du territoire. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une info, ils n'ont jamais vu ce véhicule, donc grande déception. Donc je pense qu'il serait intéressant de leur montrer quand même le véhicule. Ils ont quand même financé le véhicule. D'accord. Merci. Oui. Jean-Marc, on a le même problème sur Prodessac par rapport au Covid. Nous avons effectivement poussé nous sur Prodessac la présentation aux annonceurs que l'on fait régulièrement. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour la communauté de communes, je ne sais pas vu. Mais si tu veux, nous ce qu'on a fait, c'est quelque part, on a pris le véhicule et on l'a amené devant chaque match à chaque annonceur, puisqu'on n'a pas pu faire une réunion d'inauguration digne de ce nom. C'est peut-être effectivement ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire passer chez chaque annonceur. Il n'y a pas. Comme on a fait nous, il y a 7 ou 8 annonceurs, on leur montre le véhicule. Et puis, non, Jean-Marc, ta remarque est tout à fait pertinente et on va y remédier. Dès qu'on sortira du confinement et on organisera effectivement aux prestataires, enfin ceux qui ont contribué effectivement à l'attribution, on organisera ça. Hein? C'était prévu, donc, Président. Oui. C'était prévu. On avait déjà calé des dates, mais à cause du confinement, on a été obligé de reporter, mais c'était précaire. Donc c'est même pas un oubli, c'est un report lié. C'est vrai qu'il y a énormément de situations dont on est victime avec cette situation de Covid-19 là, qui nous met dans des situations un peu compliquées. Bon, donc après, on avait, oui, Monsieur Pernet. Oui, merci. Un petit mot. Mes propos s'adressent tout d'abord à Vincent Joanneau, maire de Rions et à son conseil municipal. C'est un message de soutien confraternel, adressé aussi plus particulièrement à ton élu, à votre élu conseil municipal de Rions. C'est un acte ignoble et inacceptable, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je suis complètement aligné par rapport à ça. Quand un élu de la nation est agressé, c'est tous les élus qui sont touchés, et ceux qui sont dans le groupe des élus municipaux me font porte-parole de cette position. Cette situation m'amène à souligner la nécessité pour un certain nombre de communes de se doter de moyens pour améliorer la sécurité de leurs administrés, à commencer par la vidéoprotection ou la vidéosurveillance. Ceci ne résout pas tout, mais ça peut être un des dispositifs pour réduire ces problématiques. Certaines communes de la CDC s'en sont dotées d'ailleurs, et avec quelques résultats positifs en chemin. L'amélioration de la tranquillité de la sécurité publique est donc quelque chose à considérer. Ma question est la suivante. La CDC ne pourrait-elle pas envisager une réflexion collective sur le sujet, dans l'objectif de faire un état des lieux visant à mutualiser les moyens à apporter aux communes souhaitant s'inscrire dans cette démarche? Notre communauté de communes est, comme son nom l'indique, une communauté qui se doit de converger dans l'intérêt commun au-dessus des individualités. Merci. Merci pour votre intervention. Effectivement, c'est la problématique qu'on a observée, effectivement, peut être en partie, je dis bien, résolue par la vidéoprotection. Mais c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration avec les forces de gendarmerie, et je remercie ailleurs l'investissement que font les différentes brigades de Cadillac et Pau-d'Ensac et le lieutenant Etes qui travaillent en étroite collaboration avec nous. Vous savez que dans le cadre du CISPD, normalement c'est le lieu approprié pour amener cette réflexion. Un certain nombre de collègues
participe régulièrement à ces cellules de veille. Et donc, effectivement, mais pour autant, il faut continuer à œuvrer effectivement pour lutter non seulement sur les incivilités, si c'était que ça, mais sur ces problèmes de violence auxquels beaucoup d'élus sont confrontés. Je passe la parole à mon collègue. Juste pour signaler quand même qu'il y a une instance au niveau de la CDC qui s'appelle le CISPD, qui travaille, qui réfléchit et qui conserve sur ces problèmes de délinquance. Après, la deuxième précision que je souhaite apporter, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une compétence de la CDC. Donc, ce qui n'empêche pas, éventuellement de faire un groupe de travail et de mener une réflexion, et éventuellement de faire un groupement d'achat s'il y avait des communes qui se décidaient sur un équipement. Et en dernier point, je rappelle quand même que c'est de la responsabilité pénale de chaque maire. Donc, comment? Oui, oui. Merci beaucoup, en tout cas, chers collègues. Oui, Vincent, après je vous passerai la parole, Michel. Vas-y, Vincent. Je vous remercie de votre soutien qui fait suite à de nombreux soutiens que nous avons eus au département. Cette situation, je pense que nous la connaissons tous un peu plus ou moins. Je veux louer le travail du CISPD qui me semble un dispositif parfaitement adapté pour aider les élus et notamment les nouveaux élus que nous sommes à évaluer les situations et à répondre du mieux possible en fonction des situations. Et autant je considère qu'il est indispensable de pouvoir positionner un certain nombre de caméras de vidéoprotection sur la voirie pour certains élus, ou en tout cas pour assurer une surveillance des trafics, autant il me semble important de pouvoir accompagner la jeunesse, puisque toute la jeunesse n'est pas délinquante, et personne ne l'a dit, je le précise. Il me semble important que notre jeunesse, aujourd'hui, puisse bénéficier d'un accompagnement, surtout quand on a des infrastructures comme les nôtres, avec un city-stade et un skatepark. Vous êtes un certain nombre de maires qui avaient ces dispositifs-là, et il n'y a pas d'adultes sur cet espace-là. Et donc, il n'y a pas de régulation. Et c'est quand il n'y a pas de régulation qu'il y a à un moment donné des logiques de territoire qu'il va falloir aussi peut-être que l'on prenne en compte, non pas seulement à travers l'angle de la sanction, mais aussi de la prévention et de l'éducation. Merci. Merci. Oui. Merci. Juste pour apporter une précision aux diverses interventions. Par rapport à la jeunesse, nous avons un service à la communauté de communes qui s'appelle le Plage et qui fait d'énormes actions par rapport à la jeunesse. Alors c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Et c'est tout l'objet du travail qui va être mené dans les prochaines années, on en a déjà parlé, sur le développement justement des actions au niveau des adolescents. Donc on va essayer de monter en puissance sur le territoire, puisque maintenant on n'est que sur la rive droite, et on espère aussi par cette action, on est toujours et le Plage est en liaison étroite avec le CSPD pour travailler sur ces actions-là. Donc je donne la parole à Michel Garat. Ça sera rapide, j'ai compris que certains étaient pressés. J'avais deux questions. D'abord, c'était plutôt première remarque, c'est que je voulais prendre des nouvelles de l'audit qui a été commandité à Gironde Ressources, puisqu'il nous en avait promis le rendu fin novembre, on dirait le 25. Donc je serai patient pour attendre quelques jours de plus. Donc ça, c'était pour. On est toujours en attente. Hein, je vous demandais où nous en sommes. Et puis la deuxième question est s'adresser à votre vice-président chargé des finances pour savoir s'il envisageait de réunir la commission des finances prochainement ou pas. Tout à fait. Prochainement, ça veut dire bon, prochainement, avant la fin de l'année, bien entendu. Alors, on ne sait pas le format parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Donc, effectivement, si la situation aujourd'hui jusqu'à se décanter par rapport au corona, et puis on multiplie les réunions, plus c'est compliqué, et par rapport effectivement à des situations qui sont parfois un petit peu délicates pour certains. Donc je fais partie, c'est des choses qui sont
pas simple à gérer, peut-être en visioconférence, de telle manière à vous donner les grandes lignes, mais on va bientôt travailler effectivement sur le budget 2021. Et là, effectivement, il va y avoir beaucoup de travail parce que le budget 2020 est quand même un budget, vous avez pu le remarquer, de décisions modificatives, très peu d'investissements. Plutôt, effectivement, on a géré les affaires courantes, on a voté des budgets très tard. Donc là, on va aujourd'hui rentrer dans une phase qui va être une phase effectivement opérationnelle. On a aussi quelques soucis au niveau du staff, en ce qui concerne donc la gestion de tout le budget, tout le pôle effectivement finance qu'on est en train de restructurer. Donc tout ça est aidant, mais bien entendu, on ne vous oubliera pas, M. Garat, effectivement, pour vous inviter le plus rapidement possible, effectivement, et que vous puissiez effectivement participer avec nous à l'élaboration du budget 2021. Merci. Merci. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres souhaits d'intervention? Non, pas ce soir. Donc je vais clôturer ce conseil communautaire et on est dans les temps pour le conseil municipal.